Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Une nouvelle signature, une sanction de la part de la LFP, retour sur l'actualité de la semaine au FC Metz avant une nouvelle journée de championnat. Avant la réception de la JOCR, nous recevons Benjamin Stambouli. Notre invité du jour reviendra évidemment sur son état de santé, sa saison, mais aussi sur les dernières nouvelles venues de Ligue 1. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag, nouveau jeudi en compagnie d'un invité. Alors ça n'a pas été évident pour lui, mais je le remercie d'être là. Benjamin Stambouli est avec nous un an presque, jour pour jour, après ta première venue. On a changé un petit peu les choses, quand même ravi de t'accueillir. Merci beaucoup, bonjour à tous. On viendra évidemment un peu plus en détail sur ce qui s'est passé derrière pour toi, mais quand même petite question, comment ça va ? Ça va, la journée comme ça va. Pour dormir c'est un peu plus compliqué, mais globalement ça va, le moral est bon. Bon, ça, normalement, il n'y a que Rémi qui peut potentiellement faire une sieste pendant l'émission, mais ça dépend de l'animation des débats. Rémi Alésine est avec nous. Bonjour à tous. J'espère que tu es prêt, Rémi. On a pas mal de choses sur le feu. Ouais, plein de choses à dire. Je sais que tu as plein de choses à dire. À tes côtés, Franck Signorino est également avec nous. Salut, Franck. Bonsoir à tous et content d'être là pour commenter les réponses de Rémi. Ah oui, évidemment, ça mérite au moins ça. On va pouvoir repasser à la première partie. Vous en avez l'habitude, c'est l'heure de l'actu. Évidemment, une actualité que Nathan pourra commenter avec nous, évidemment, tout au long de cette émission. Notre VOF, depuis le début de l'année, t'as cru que je t'avais oublié ? Non, je t'ai pas oublié. Salut Nathan. Salut Amric, salut tout le monde. On va commencer avec la première information, une nouvelle signature au FC Metz. Oui, le mercato est terminé, mais on peut encore faire signer professionnels les jeunes du club. C'est le cas d'Adam Marshall, nouveau joueur professionnel du FC Metz. Le fils de Sylvain Marshall s'est engagé avec les Grenats pour les 3 prochaines saisons. Ce sera effectif à partir de juin prochain et ça ira jusqu'en juin 2029. Défenseur central, auteur de 3 réalisations avec la réserve cette saison. C'est à noter. Franck, nouvelle signature d'un jeune, c'est la 5e cette saison. C'est un bon ratio finalement. Outre le ratio, c'est surtout la confiance que le club fait à ses jeunes au centre de formation et puis en espérant que ça suit des minutes sur Saint-Symphorien, que ce ne soit pas des signatures pour faire signer et faire valoir un quota, mais concernant Adam, j'ai ouï dire que c'était un défenseur central qui avait de l'avenir, auquel on faisait confiance et qui aura certainement sa carte à jouer dans les prochaines saisons. Rémi, c'est vrai que Frédéric Arpino, on avait un petit peu parlé, c'est vrai que les signatures comme ça, c'était beaucoup de Génération Foot sur ces dernières années. Il y avait eu un petit creux avec le centre de formation. Ça va beaucoup mieux là, notamment depuis cette saison et la saison dernière. Comme on l'a dit, ça fait partie de l'ADN du club. Ouais, après, globalement, je trouve que sur ces dernières années, on est un peu sévère quand on prend les têtes d'affiche. T'as du Udol, t'as du Milko Tadze, t'as du Gauthier Hein. C'est quand même des mecs qui viennent du centre de formation. Voilà, maintenant le côté un peu plus embêtant à Metz, c'est qu'il peut y avoir des signatures, mais il faut que ça soit plus que quelques minutes en Ligue 1. Brian Maggio, c'est le symbole le plus spectaculaire, mais il y a d'autres symboles de joueurs qu'on voit peu ou qu'on voit peu avant qu'ils partent. Donc j'espère que ce petit Marshall, dont on adore l'histoire, parce que quand on est romantique, l'histoire d'un papa qui représente quand même quelque chose de grand au FC Metz, il a débuté là, il est revenu dans une période qui était compliquée. Bon, il était l'un des leaders de cette équipe. Avoir son fils qui porte ce maillot, on espère que... Et qui signe le jour de l'anniversaire de papa. Ça, c'est encore pour les plus romantiques des romantiques. Ça, on pousse le truc un peu plus loin. Est-ce que c'est romancé, c'est justement fait exprès d'avoir choisi ce jour ? Donc, moi, je trouve qu'on est très sévère sur le ratio Génération Foot qui apporte beaucoup son de formation parce qu'il y a quand même des joueurs qui incarnent cette identité à Metz, surtout ces dernières saisons. Il y a eu un petit creux, vous allez le définir vous-même, ce petit creux. Mais voilà, sous réserve que ces jeunes ne partent pas trop tôt et portent vraiment et pour longtemps ce maillot de Metz. Benjamin, Mulongo 2009, Nathan Mbala 2008, Adam Marshall 2007. C'est à partir de quel moment qu'on prend tous un coup de vieux là ? Ah là, on a déjà pris un coup de vieux. Mais moi je trouve que c'est super de voir des jeunes qui montent avec nous. Et surtout, chaque fois que des jeunes du centre sont venus avec les pros s'entraîner, il y a toujours eu beaucoup de qualité et beaucoup de respect. Et ça, c'est primordial en fait dans un club.
Donc ils amènent de la fraîcheur, ils amènent de la qualité à l'entraînement et ils arrivent vite à se mettre dans le moule et à comprendre l'environnement dans lequel ils sont et ça c'est très important. On va évidemment suivre leurs prestations tout au long de la saison, mais pas que, aussi les années prochaines. C'était au rayon des bonnes nouvelles. Maintenant, au rayon des moins bonnes nouvelles, vous l'avez sans doute vu passer hier soir, la commission de discipline de la LFP a rendu son bilan comme toutes les semaines. Et cette fois-ci, il était un petit peu question du FC Metz, réprimandé après notamment le feu d'artifice qu'il y a eu dans les tribunes lors de la réception de l'Olympique Lyonnais. C'était fin janvier. Fermeture partielle de la tribune Est pour 2 matchs fermes, de la tribune Ouest pour 1 match ferme. La sanction prendra effet le 17 février prochain. Rémi, ça avait été déjà le cas en début de saison. Après notamment les playoffs et les barrages, la réception de Strasbourg et d'Angers, il y avait eu des supporters en moins. Ce sera de nouveau le cas pour 2 rencontres. Bon, dommage. On n'a pas besoin de ça. On est un peu frustré en fait de cette décision, encore une fois, parce que c'est des feux d'artifice qu'on voit réutilisés par FP, mais bon, c'est interdit et malheureusement... Il était difficile de ne pas aller voir cela. On était quand même au-delà du fumigène, on avait de feux d'artifice. Il y avait peut-être quelque chose de potentiellement dangereux. Maintenant, on a effectivement un petit syndrome parano, mais qui ne vient pas de nulle part. Quand on voit qu'un joueur de Lyon, on lui annule les cartons et qu'à Metz, les cartons deviennent un petit peu plus lourds, et quand on sanctionne les tribunes, c'est forcément un petit peu plus lourd que pour des clubs plus médiatiques. Voilà, on parlera de théorie du complot si on veut, mais en tout cas, moi, c'est ce que je remarque depuis plusieurs saisons. Voilà, c'est plus difficile de sanctionner durement des clubs qui ont un peu plus d'influence que le FC Metz. Bon, après, je ne suis pas en train de vous dire que c'est injuste comme sanction, parce que voilà, c'était spectaculaire, mais un feu d'artifice en plein milieu d'un match, je suis désolé, je suis peut-être rétrograde, mais c'est quelque chose qui peut potentiellement être dangereux pour beaucoup de monde. Donc ça occasionne des sanctions, et évidemment que le FC Metz a besoin de son public s'il veut accrocher la place de barragiste. Donc c'est forcément malheureux. Évidemment, tu en as parlé un petit peu des cartons, ça fait aussi débat. Alors au niveau des sanctions, pas de sanctions pour les joueurs en tant que tels, à part il faudra regarder du côté de Jesse Demaguet, déjà 4 avertissements pour lui, on le sait depuis cette année. À partir du 5e, il y aura une suspension, ça a été le cas de Kofi Ko notamment cette année. Mais Nathan, tu vas revenir avec nous sur ce qui a peut-être un petit peu plus frustré les supporters, même si ce n'est pas forcément pour le FC Metz. Ouais, effectivement, on peut parler du cas Hendrik. Rappelez-vous, il avait récolté un second jaune qui était devenu un rouge direct après vérification de la VAR. Finalement, la commission revient sur cette décision. Pas de rouge, mais un second jaune. Ça fera qu'un seul match de suspension. On peut aussi évoquer le cas de Vitinha. Pas de rouge car absence d'intensité excessive sur le geste contre Balerdi. Ouais, et il ne joue pas à Angers ou à Metz ces jours-là. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, le rouge de Jean-Philippe Bama, il passe encore un peu plus mal en fait. Surtout quand on voit là cet engagement à intensité excessive qu'il n'y a pas eu pour Vitinha. Il n'était pas non plus pour Jean-Philippe Bama qui sera encore absent ce week-end. Non, c'est sûr qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Maintenant, il n'est pas nouveau. Il n'est pas dirigé contre le FC Metz. Tu vois aussi lorsque, en début de saison, à la VAR, il me semble que l'arbitre dans le camion dit ça glisse, donc il n'y a rien. Non, mais, donc c'est l'interprétation, pour moi c'est de l'incompétence. Parce que tu vois qu'il y a quelque chose, la hauteur du tac, tu vois l'impact, tu vois. Et après, si on commence à rentrer dans les détails du style, ouais, ça va pas très vite, c'est l'impact qui est pas très fort, etc. Je vais jusqu'à dire que c'est de la mauvaise foi. Et de l'incompétence tout simplement. Il ne faut pas avoir une interprétation, c'est à partir du moment où tu mets le pied sur le tibia de ton adversaire, potentiellement l'intégrité physique est remise en cause, tu sanctionnes en fonction. Mais je n'ose pas croire que c'est par rapport à un club comme Metz non, c'est pas Metz qui est ciblé. ou un autre club de moindre mesure. Pour moi, c'est une question d'homogénéité des décisions de l'arbitre qui ne le sont pas actuellement. C'est vrai que l'arbitrage fait encore parler lui. Benjamin, est-ce que vous avez vu une différence depuis le début de la saison où il y a quand même une autre communication désormais, où c'est le capitaine surtout qui doit aller s'expliquer auprès de l'arbitre? Est-ce que vous, les autres joueurs, vous avez quand même potentiellement moyen de discuter avec lui, de comprendre ce qui se passe? Comment se passe la pédagogie entre arbitre et joueur maintenant avec ces nouvelles règles? En tout cas, pour mon cas personnel, ça se passe bien. J'ai une bonne relation avec les arbitres et je fais en sorte d'avoir une bonne relation aussi, parce que si on se les met à dos, on sait que forcément ça peut nous jouer des tours. Et comme j'ai un peu d'expérience en Ligue 1, ils ont aussi un certain respect, donc il y a quand même de la communication avec eux. Après, ça reste des êtres humains et en fait, il y a toujours leur interprétation qui va rentrer en jeu. Ça nous frustrera toujours, mais c'est aussi ce qui fait que le football est le football et qu'on en discute et qu'on est là pour en parler. Donc parfois c'est frustrant, c'est souvent frustrant pour le FC Metz.
Mais on doit faire avec, on doit composer en tant que joueur. Parce que si on commence à se focaliser là-dessus, c'est trop compliqué. Ça risque d'être. Ce qui rend le truc plus frustrant, c'est qu'on là, on est sur du recul. On n'est pas sur la décision pendant le match. C'est-à-dire qu'on dit que le geste de Vitinha n'était pas intentionnel. Moi, je veux bien l'entendre, mais regarde celui de Gbama aussi. Parce qu'il est potentiellement dangereux, mais on voit très bien que l'intention de Jean-Philippe Gbama n'est pas de casser la jambe de l'adversaire. Est-ce que c'est pas parce qu'il est en retard sur le joueur ou ce genre de choses? Dès l'instant où on prend du recul, on prend le temps de poser les décisions, moi je trouve ça acceptable que finalement que quelques jours après, on se dise bon finalement sur le moment du match c'est compliqué de très bien juger et on revient là-dessus. Mais alors fais-le pour tout le monde. Et c'est là que je demande un petit peu plus de respect pour les petits clubs, soi-disant entre guillemets les petits clubs. Gbama, on voit très bien que c'est pas intentionnel, donc pourquoi il prend tant de matchs? C'est vrai qu'il me semble qu'il y a eu la jurisprudence Mikotadze il y a 1 ou 2 ans, peut-être que tu t'es fait retirer à carton rouge, je crois, ou quelque chose du style. Il me semble qu'il y a eu quelque chose du style. On regarde évidemment, on espère qu'il n'y aura pas de problème d'arbitrage ce week-end parce que la Ligue 1 est encore là, et toujours là même d'ailleurs. On va en parler tout de suite dans le journal de la Ligue 1. Alors l'actualité pour le match de ce week-end, c'est avant tout ton actualité à toi, Benjamin. Mauvaise nouvelle, hier on a appris qu'il y aura une indisponibilité pour toi en tout cas. Alors j'ai pas les radios sur moi, mais qu'a dit le docteur? Les examens, ils ont révélé du coup une côte fracturée, la 7e, et une lame de pneumothorax, ce qu'on appelle. Ça veut dire qu'il y a un peu d'air qui est rentré entre le poumon et la paroi. C'est pas grave. Mais c'est à surveiller. Donc demain, j'ai un rendez-vous encore complémentaire avec un chirurgien thoracique pour qu'il me donne un peu son avis. Donc voilà, ça va. Ça fait un peu mal, mais voilà, il y a bien plus grave dans la vie. On a, nous, estimé en regardant ce qui s'était passé, 4 semaines. Est-ce que tu as eu une date peut-être de disponibilité ou pas du tout? Rien de vraiment figé? Non, il n'y a rien de figé parce que ça dépend de la consolidation de l'os et du temps de réathlétisation. Donc on a un délai qui peut être entre 4 et 6 semaines à peu près, mais qui est toujours variable par rapport à la manière dont le corps réagit. Je ne sais pas si en régie, on peut peut-être revoir derrière moi les images justement de ce qui s'est passé ce week-end. Benjamin, quel rôle tu vas avoir, parce que tu ne seras pas sur le terrain? Est-ce que tu vas quand même rester autour des coéquipiers, avoir un rôle assez important dans le vestiaire notamment? Écoutez, évidemment, moi je suis là pour le club, je suis là pour les copains. Donc je vais essayer d'amener mon énergie positive et de rester au contact de l'équipe pour qu'on reste ensemble dans cette mission commando qu'on a, tout simplement. Une mission commando qui continue avec le match de ce week-end. Alors on va regarder un petit peu le calendrier pour ceux qui voudraient suivre justement cette mission maintien avec vendredi Rennes, Paris Saint-Germain, encore Monaco, Nantes. Samedi on aura le droit à Marseille, Strasbourg, Lille, Brest ou encore Paris FC, RC Lens. Et dimanche, évidemment, c'est là où ça va intéresser le FCS. Le Havre, Toulouse, Lorient, Angers, Metz, Auxerre et Lyon, Nice. Metz, Auxerre, c'est, Franck, le gros match, on va dire, assez important parmi tous les autres à du FCS. Mais c'est vrai que celui-là, il revêt quand même quelque chose d'assez particulier. C'est le 18e contre le 16e. Je dirais que c'est quand même un premier tournant dans la tournure du championnat. Parce que non seulement ces 3 points valent plus que d'autres parce que tu les prends sur un adversaire direct, tu les prives, eux, 2 points. Un ascendant psychologique aussi, parce que forcément, eux seraient fortement impactés d'une défaite ou d'une contre-performance face au FC Metz, un concurrent direct, et se retrouveraient forcément derrière et dernier. Et j'oublie pas aussi la confrontation indirecte avec Nantes, qui est le premier barragiste, qui va à Monaco. C'est pas une promenade non plus. Ça serait un message à envoyer à cette équipe qui n'est pas au mieux non plus. Donc le FC Metz a l'occasion non seulement de prendre un petit peu d'air, de se rapprocher de ce premier objectif, parce qu'on ne parle pas de maintien pour l'instant, mais d'aller chercher cette place de barragiste qui te permettrait d'avoir une chance. Une fois que tu es bien à cette place-là, tu peux obtenir le fait d'aller voir plus haut, mais je pense que le premier objectif est là, et surtout de se mettre dans des conditions idéales d'un point de vue mental. C'est le mental qui fera la différence et qui prendra en charge le physique par la suite dans cette fin de saison, surtout qu'après tu dois recevoir encore le FC Nantes. Tu as des échéances à domicile qui vont valoir cher, mais c'est une première marche à bien négocier. Ouais. C'est vrai, il y a pas mal de supporters qui te souhaitent bon rétablissement, Benjamin. Il y a quelques-uns qui nous regardent. Et on a aussi une autre question. Est-ce qu'après le match contre Lille, le moral va un peu mieux, ou quel est l'état d'esprit après ce résultat? Certes nul, mais bon, encore une fois, même si les gens n'aiment pas trop ce terme, encourageant. Ouais, bien sûr. Je l'avais dit en conférence de presse. Ce serait bien de sortir de ce match avec quelque chose. J'avais loué l'état d'esprit de l'équipe à Angers, mais on était sorti avec 0 point.
Là, on sort avec un point et contre une équipe, même si elle était dans une dynamique un peu plus négative qu'au début de saison, qui reste avec beaucoup de qualité. Donc, de sortir de ce match avec non seulement un point, mais aussi, je trouve, une performance qui est cohérente et qui montre un état d'esprit, forcément, c'est encourageant et on sort de là en se disant, bon, on a toutes nos chances, quoi. On parlait notamment du côté de Benoît Thavenot de pouvoir évidemment avoir quelques retours sur les efforts qui sont faits en ce moment. Rémi, c'est vrai que là, sortir de cette étiquette de dernier de la Ligue 1, ça ferait aussi un peu du bien, ça permettrait de récompenser ce qui est fait ces dernières semaines. Au-delà de ça, il s'agit de ne pas se laisser décrocher maintenant. Il y a 3 équipes décrochées. Malheureusement, le FC Metz est dans ce sac-là. Maintenant, il faut rester compétitif dans ce match-là, au moins jusqu'au bout. Donc il est surtout là le défi. Ce qui était important contre Lille, c'est effectivement d'afficher un meilleur état d'esprit, une meilleure dynamique et surtout s'en sortir avec quelque chose d'un petit peu gratifiant. Alors un point, certes, au vu de la tournure du match, on peut parler des décisions arbitrales qui n'ont pas forcément été très favorables, mais ça reste un match nul obtenu face à Lille, qui était certes pas dans la forme de sa décennie. Et qui était 5e. Mais voilà, c'est quand même plutôt positif. Et surtout, tu t'es quand même redonné une belle santé défensive en affichant un beau visage, notamment la défense et aussi le gardien de but. Moi, je l'ai fustigé parce que j'attendais qu'il rapporte des points. Bah, il l'a fait. Et j'étais très content de pouvoir le constater. Donc, il était important de faire ça avant de jouer un adversaire direct désormais qui, lui... Allez, si on fait un état de forme des 2 équipes, le FC Metz sourit un petit peu plus, mais Auxerre tire clairement la gueule. C'est une équipe qui n'arrive pas du tout à marquer. C'est une équipe qui marque plus de points depuis un moment, depuis quasiment la réception du FC Metz. Donc, si tu as moyen, ils ont la tête un petit peu sous l'eau, d'en l'enfoncer encore plus profond sous l'océan, il ne faut pas se priver de le faire. Voilà, c'est un match à 3 équipes. Je pense jusqu'au bout maintenant, enfin j'espère jusqu'au bout parce qu'il ne s'agit pas d'être décroché. Et là, pas de pitié, il faut profiter de ce match à Saint-Symphorien. Malgré les événements contraires, l'absence de Benjamin, l'absence de Jean-Philippe Bamin, 2 joueurs d'expérience, voilà, on ne serait pas privé de les avoir sur le terrain pour un match aussi important. Bah maintenant, il faut y aller. Il faut y aller avec l'ambition de ramener ces 3 points. Contre Angers, on était frustrés parce que le match était un peu biaisé par l'expulsion de Bamin. Contre Lille, on est un peu frustré parce qu'on aurait aimé voir ce but et décrocher ces 3 points. Contre Auxerre, on n'a plus le temps d'être frustré. C'est vrai qu'il va y avoir un nouveau casse-tête pour Benoît Thavenot. Franck, on parlait de colonne vertébrale et de s'appuyer quand même sur, on va dire, un 11 de départ qui ne bouge plus. Là, malheureusement, tu vas devoir faire sans Jean-Philippe Bamin, sans Benjamin. Il va encore falloir continuer à construire et à trouver d'autres solutions. Oui, après, c'est les aléas de chaque club. J'ai envie de te dire que dans une saison, tu as des suspensions, tu as des blessés, selon les situations. Maintenant, là, tu n'es plus à calculer. J'ai l'impression que même depuis le début de saison, sans faire offense à Benjamin, le coach avait fait le choix de s'en passer. Nous, on ne comprenait pas pourquoi, on comprenait pour différentes raisons. À un moment donné, il a eu des résultats, après, il n'y en avait plus du tout. Ce que je veux dire, c'est que le joueur auquel il va faire appel réponde présent. Là, tu n'es plus dans le calcul, tu n'es plus à dire oui, mais si on a vu un tel ou un tel, tu ne peux pas te poser ce genre de questions. Moi, ce que j'apprécie avec la présence de Benjamin, et malgré l'expulsion de Bamin à Angers, c'est un équilibre un peu plus cohérent, notamment entre l'attaque et la défense. Tu as quand même été cohérent entre les 2 derniers matchs. Bon, tu perds 1-0 à Angers, mais avec cette expulsion de Bamin dès la 9e, et tu fais un 0-0 contre Lille, qui est quand même une équipe du top 5, avec un beau visage, et qui te permet de voir l'avenir un peu plus sereinement, parce que tu prends des points. Quand tu ne prends pas de but, déjà, tu en prends 1. Contre Auxerre, qui a du mal à marquer offensivement, tu te dis quand même que tu auras davantage d'opportunités, mais tout en gardant cette solidité défensive. C'est ce qui va faire la diff en fin de saison. Je suis fervent défenseur, par nature, mais aussi dans l'état d'esprit, c'est que pour moi, l'équipe qui prendra le moins de buts, qui sera le plus solide, arrivera à ses fins et à un maintien ou qui plus est, un match de barrage. On va revoir la composition d'équipe de la semaine passée. C'est vrai que tu parlais de joueurs qui répondent présent. En défense, ça a répondu présent. C'est un petit peu soulageant aussi, Benjamin. On l'a dit, un but encaissé sur les 2 derniers matchs. Bon, malheureusement, ça ne fait qu'un point, mais quand même dans les têtes. On pense notamment à Jonathan Fischer qui sort un arrêt incroyable en toute fin de match. Même pour la défense, je pense qu'aujourd'hui, être un petit peu moins perméable, c'est quand même quelque chose de très important et de soulageant. Ah, évidemment. D'être un peu plus solide, c'est quelque chose de très encourageant. J'étais aussi très content pour Fisch. Et il y a eu, comme je dis, des efforts fournis de la part de tout le monde. Parce que quand on prend des buts, on a tendance à regarder la défense, mais de toute façon, c'est toujours toute l'équipe qu'il faut regarder. Et
voilà, c'était un mélange entre solidité, solidarité, organisation aussi, parce que c'est très important pour éviter de prendre des buts. Donc j'espère que c'est un palier de franchi pour cette équipe d'avoir été capable de faire un clean sheet et qu'on va réussir à le reproduire. Justement, ce palier franchi, Rémi, on va regarder et revoir les statistiques. On en a déjà parlé lundi. Sadibou Sané, Michel Mboulas, ça a plus que répondu présent face à Lille, même si encore une fois, il y a, on ne va pas se le cacher, la capacité de Lille à cadrer ses frappes. Heureusement pour le FC Metz, mais tout de même, on se rend compte que le matériel, il est là au FC Metz défensivement. Alors ça n'a pas pris pour X raisons et ça a fait défaut au Grenat, mais voilà, preuve que c'est possible. C'est possible et je pense qu'il y a une grosse question mentale. Les qualités et le potentiel de Sadibou Sané, on l'a vu l'année dernière en Ligue 2. Et on a surtout vu en fin de saison, quand il n'était pas là, que le manque de solutions était criant et à quel point il était devenu important. On attendait qu'il confirme en Ligue 1. On avait pire qu'une non-confirmation. On avait un joueur qui, dès l'instant où il était appelé, n'avait pas forcément le mental pour répondre présent. Et on a vu qu'il a dégoupillé 2 fois et que ses prestations n'étaient pas vraiment propres. Là, peut-être que le fait d'être enfin resté à Metz, le mercato est terminé, il a une fin de saison à assurer. Si lui, il veut donner une belle suite à sa carrière, il doit aussi assurer. En tout cas, ce qu'on a vu était très intéressant. Et Michel Mboulas, voilà, on n'a pas pu forcément compter sur ce joueur-là pour des raisons de blessure, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, il est là. Il a rendu pas mal de prestations propres. Moi, je trouve qu'il est encore plus convaincant sur ces derniers matchs qu'il ne l'avait été en Ligue 2 lorsqu'il est arrivé au FC Metz. Bon, en l'absence de Jean-Louis Biamin, on a quelque chose qui a été rassurant contre Lille et qui peut l'être contre Auxerre. Donc c'est forcément quelque chose d'hyper rassurant. Et tu auras une continuité surtout. Parce que là, tu les as eu contre Lille, entre guillemets par défaut. Ils ont répondu présent. Alors tu dis avec des imperfections, ça c'est certain. Mais ouais, tu joues à Lille aussi. Tu joues Lille et puis tu as aussi des connexions à avoir, que ce soit avec tes milieux défensifs, que ce soit avec celui qui est à côté de toi. Là, tu vas avoir un deuxième match d'affilée, donc de la continuité malgré tout, malgré l'absence de Djebama que tu mets en avant. Mais tu auras une certaine continuité avec cette charnière-là. Et tu peux espérer quand même qu'elle va prendre en confiance et qu'elle va oser davantage et donner davantage encore de sécurité. On en a parlé aussi également lundi, ça a été un petit débat. On va regarder le classement, mais pas sous la même forme que d'habitude. On va surtout regarder les écarts et on voit qu'il y a plusieurs équipes qui se dégagent un petit peu, plusieurs groupes d'équipes. Benjamin, c'est vrai qu'on en a déjà parlé en zone mixte notamment. Alors nous, on fait encore... un peu, si je peux me permettre l'expression, la blague du voilà, mathématiquement c'est encore possible de jouer le haut tableau, mais là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de groupes qui se dégagent et on a du mal à voir le FC Metz outre ces 3 dernières places pour la lutte pour le maintien. Alors est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que c'est encore jouable ou non? De toute façon, moi je crois en la magie du football, donc je me dis que voilà, on peut pas savoir. C'est tellement aléatoire et ça peut tellement vite tourner dans un sens que je me dois d'y croire en fait, parce que c'est notre cœur de métier, c'est d'être positif et de voir l'issue favorable pour nous. On peut faire une série et vite sortir la tête de l'eau. Maintenant, c'est une mission qui est très difficile. En pourcentage, combien elle représente, je ne sais pas, mais c'est notre devoir en fait d'y croire, de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour se sortir de la situation. Donc là, oui, quand on regarde un classement comme ça, évidemment que c'est pas forcément rassurant, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une mission qu'on doit accomplir et on va tout faire pour y arriver. Hein. On parlait de changement en Ligue 1, alors on attend celui au classement pour l'FCS, mais en tout cas sur les bancs, il y aura du changement, 6e et 7e changement de coach en Ligue 1 avec l'élection de Roberto Zerbi et d'Habib Beye. Alors ça a été le cas aussi du FCS, vous voyez, d'autres équipes en Ligue 1. Rémi, est-ce qu'on est un peu moins patient avec les coachs? C'est vrai qu'on a regardé les chiffres récemment. On est déjà à 7 si on s'arrête à ce jour du 12 février. C'est quand même déjà pas mal. En 2022-2023, il y en avait eu 10, mais ça reste quand même le plus haut total sur les 6-7 dernières années. Ouais, alors moi, j'avais pas le sentiment là, parce que j'ai toujours eu l'impression, depuis 20-30 ans que je regarde le foot, que c'est un fusible qui saute assez facilement. Alors plus facilement... dans un FC Nantes présidé par Kita ou dans des clubs à forte pression comme l'OM, que dans d'autres clubs comme le FC Metz où on a parfois eu trop de mal, moi je pense, à appuyer sur ce bouton-là. Voilà, je ne sais pas si c'est... Alors, tu l'as dit, hein, comptablement ça allait plus. J'avais pas l'impression que ça allait été beaucoup plus spectaculaire cette saison que ça ne pouvait l'être avant. Voilà, c'est un état de fait. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais quand tu es dans une dynamique ultra négative, ce qui était le cas depuis trop longtemps, moi j'estime cette saison au FC Metz, tu ne dois pas trop tarder à le faire. Alors ça peut ne pas marcher, hein,
Mais en tout cas, ça provoque quelque chose. Et quand rien ne marche, il vaut mieux provoquer quelque chose que rester apathique. Je sais que ça génère des problèmes financiers, que ça provoque peut-être des lésions parfois dans le vestiaire. Mais parfois, tu n'as pas le choix, tu joues ta survie et tu dois le faire. Moi, j'ai le souvenir de la deuxième saison d'Isberger en Ligue 1, lorsqu'il avait été débarqué un petit peu tard, malgré toute l'affection qu'on lui porte. Frédéric Hans s'était arrivé, avait changé pas mal de choses. Et il y avait eu un petit sursaut. Alors, ça n'avait pas suffi, mais peut-être que le sursaut avait été un peu trop tardif. Et le vestiaire était aussi un petit peu compliqué à cette époque-là. Donc, voilà, il faut parfois appuyer sur ce bouton-là. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, si aujourd'hui le FC Metz doit faire une meilleure dynamique, ce sera foncièrement avec un nouveau coach. On voyait mal Stéphane Le Mignan trouver d'autres solutions pour redynamiser cette équipe. Généralement, c'est par défaut. De toute façon, tu n'as que cette solution, c'est toujours plus facile. Tu n'as pas changé 10 joueurs. Hein. Voilà, sauf, ça m'est déjà arrivé dans certains clubs, mais c'est très compliqué, et surtout dans le contexte économique actuel, avec aussi les contrats qui sont donnés, et tu n'as pas une multipropriété dans ce club-là. Donc forcément, c'est plus facile, par exemple à Strasbourg, de changer 4, 5, 6 joueurs, parce que tu disposes d'une maison mère qui a une multitude de joueurs sous contrat qui peuvent te prêter, recasser les prêts, etc. Et donc changer un tiers du vestiaire ou voire un peu plus. Au FC Metz, tu n'as que cette solution-là qui t'est donnée. Alors est-ce que c'est la bonne ou pas, ça l'avenir nous le dira, mais si tu veux changer à un moment donné une dynamique ou quelque chose dans le vestiaire, une ambiance même, parfois il faut appuyer sur ce genre de levier. Ouais. Nathan, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, on a parlé du changement de coach là sur cette saison et sur les dernières années, même si on va un petit peu plus loin, c'est vrai que c'est loin d'être un truc inhabituel finalement. Et ouais, pour aller plus loin en régie, on vous propose même ces statistiques qui montrent les changements d'entraîneur depuis 2000-2001 en Ligue 1. On a pas mal de clubs qui reviennent, alors on voit notamment l'Olympique de Marseille ou encore Nantes, le FC Metz avec 21. Peut-être un peu plus logique avec l'alternance Ligue 1, Ligue 2, mais c'est vrai que ce n'est pas un phénomène qui est totalement inhabituel. C'est vrai qu'il y a des clubs qui reviennent plus que d'autres, notamment ces dernières années, des transitions dans les projets ou ce genre de choses. Benjamin, tu as connu le 22e entraîneur de ta carrière, si j'ai bien compté. Je les ai fait un par un, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Parmi eux, on peut compter René Girard, Roland Courbis, Jean Fernandez, Pochettino, Laurent Blanc, encore Unai Emery. Quel regard tu portes sur les premières semaines de Benoît Thavenot ? C'est un coach qui est arrivé très déterminé. Avec vraiment cet objectif de créer quelque chose et de nous mettre du positif dans les têtes. Donc voilà, il a attaqué directement avec ses idées et on sent que c'est quelqu'un qui fonctionne à l'énergie, qui arrive à insuffler une certaine énergie à l'équipe. Et je pense que ça s'est vu aussi dans notre manière de défendre et une certaine forme de générosité. Donc voilà, je prends plaisir pour l'instant sur les premières semaines. Ce petit déclic justement de l'envie, fallait aller le chercher, je pense, avec ce qui se passait là au niveau des résultats. Cette fraîcheur, on avait parlé un petit peu avec les jeunes joueurs, mais cette fraîcheur, elle vous sert à vous en tant que joueur quand il y a un changement de coach comme ça ? Ou c'est trop compliqué, notamment dans des situations d'urgence comme ça ? Parce qu'il n'y a pas le temps d'attendre. Le but toujours, quand ce genre de choses arrive, c'est d'avoir une sorte d'électrochoc. Je reviens quand même sur ce que vous avez dit, c'est pas pour avoir plus d'envie. L'envie, on l'avait quoi qu'il arrive, et qui que ce soit. C'est plus pour insuffler une énergie nouvelle et créer un électrochoc qui permette en fait une réaction différente de celle qu'on a pu avoir avant. Donc c'est toujours le but et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc on va voir ce que les prochaines semaines nous disent. Messieurs, très rapidement, un petit premier bilan, en tout cas, vraiment, alors comptablement, malheureusement, c'est vrai que ça fait encore un petit peu défaut, mais on sent quand même du changement dans cette équipe, Franck, depuis la signature de Benoît Thavenot. Je le dis, le premier match contre Lyon, tu le mets à part parce qu'il venait d'arriver, il n'avait pas encore opéré à certains changements dans l'équipe, dont le retour de Benjamin notamment, et on avait pu voir que l'envie était là, parce que l'entame avait été là, il y a eu l'envie de revenir dans ce match, où l'équipe, mais je pense que cette envie était disparate, elle n'était pas ensemble, elle n'était pas solidaire, et je pense que vous avez besoin d'un chef d'orchestre qui vous donne une partition et dans lesquelles tout le monde participe pour aller encore plus fort. Et je pense que contre Angers, malgré l'expulsion, malgré les éléments contraires, et contre Lille, tu as montré une énergie qui a été axée sur l'aspect défensif, sur
être hermétique sur la solidité, sur une solidarité à ne pas prendre de but, parce qu'il y a la solidarité aussi à aller vers l'avant pour aller marquer des buts, ce qui était le cas, mais avec cette première envie, donc réaxer cette envie vers la base, c'est-à-dire une équipe solide, dure à manœuvrer, dure à jouer, et qui après certainement se libérera, et je l'espère, dans les prochains matchs. Rémi, même question. Bah, alors, si on enlève ce match contre Lyon, qui effectivement est venu juste après qu'il arrive, et on n'a pas forcément vu quelque chose de spectaculaire, on avait une équipe qui avait pas mal sombré. Alors, premièrement, il a mis Benjamin sur le terrain. On voulait tous le voir un peu plus que 30 secondes par match. On l'a vu, et on a vu que ça pouvait apporter quelque chose de positif. Il a eu le courage de mettre Gauthier Hein sur le banc. Alors, je dis le courage, je ne dis pas c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. En tout cas, c'est quelqu'un qui est venu avec ses idées, son tempérament, et qui essaie de l'insuffler à l'équipe. Voilà, on a vu quelque chose de positif contre Lille. J'ai l'impression qu'on est avec quelqu'un qui cherche des solutions court-termistes et pragmatiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer le football, mais on va peut-être essayer de se sauver en grappillant des points là où on pourra, parce qu'on mettra du cœur, de l'énergie, alors de l'envie, mais vous l'aviez, l'envie, mais un état d'esprit peut-être un peu plus positif que vous ne pouviez l'avoir en fin d'année 2025. C'est ça qu'on voit pour le moment. Après, on l'attend au tournant avec ce match contre Auxerre, parce qu'il est là le premier gros rendez-vous alors, on avait mis le match contre Angers, mais bon, la force des événements fait qu'on a vu quand même quelque chose de positif malgré ce fait de jeu et l'expulsion de Bamin. Le match contre Auxerre, il va être révélateur de beaucoup de choses. Si tu prends 2-3-0 en montrant le comportement ou une sorte d'état d'esprit qu'on n'a pas aimé, qu'on a vu sur d'autres matchs où tu as pris des tôles face à des équipes qui étaient censées peut-être être un peu inférieures à Marseille ou au PSG, bon, on sera déçu. Le vrai test pour moi, pour Tavenot, il est là. Après, si je peux intervenir, c'est que tu as pris un profil d'entraîneur qui est globalement différent de celui que tu avais. C'est ça le but du changement. C'est que tu avais un entraîneur qui avait mis sa philosophie en place, qui était beaucoup plus posé, beaucoup plus... et c'est pas une critique, mais beaucoup plus lisse dans son message, paraissait beaucoup plus calme et avec des idées, avec quelqu'un qui est ici en opération commando. Déjà, Corse, ça te dit un petit peu quelque chose. Non, en principe, même s'il ne faut pas faire une caricature, c'est quelqu'un qui est assez volcanique, qui va insuffler de la voix, qui va dans l'impact normalement, et qui va te mettre, qui a un profil pour une opération sauvetage, et te mettre de l'impact dans les décisions, dans l'envie, dans l'intensité, au détriment d'une philosophie de jeu que tu n'as plus le temps de mettre en place. On va revenir un petit peu maintenant qu'on est revenu sur ce match, sur notre invité du jour. Benjamin, on t'a un petit peu laissé tranquille jusqu'à maintenant. Ça va être ton moment, c'est l'heure de la parenthèse invitée. Oui, tant qu'à faire, autant en profiter. On va revenir très rapidement sur tes statistiques depuis le début de la saison. On a déjà fait évidemment les présentations l'année dernière, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit ensemble. C'est 14 matchs de Ligue 1, 2 matchs de Coupe de France, 858 minutes de jeu. Tu es sous contrat jusqu'en juin 2026. Vous avez déjà vu plusieurs questions qui vont pointer le bout de leur nez. Je vais commencer avec la première. Alors j'ai écrit une saison assez compliquée sur le plan personnel. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou non ? Oui, je pense d'accord avec ça. Une saison qui se passe bien, c'est une saison où on joue et où on gagne. Là, j'ai un peu joué au début. Et les résultats, ça n'a pas trop été ça. Donc forcément, c'est pas une saison, c'est pas la meilleure saison de ma vie que je peux vivre. Mais c'est comme ça. On a compté, et les chroniqueurs en faisaient déjà part juste avant, entre la 9e et la 18e journée de Ligue 1. Donc c'était au lendemain de la lourde défaite face à Lille où tu étais titulaire. Seulement 14 minutes de jeu. Comment tu l'as vécu ? Parce qu'on t'entend beaucoup dire, voilà, le collectif prime, et ce qui est normal, mais à titre personnel, ça doit être... C'est quoi, de la frustration, autre chose ? Bien sûr, à titre personnel, vous savez, on est des êtres humains. À titre personnel, on est frustré, on est déçu, on est triste. On se demande pourquoi, on a 4 milliards de questions qui nous traversent la tête. Maintenant, ces questions-là, il faut être capable de les mettre de côté, enfiler son masque, mettre sa carapace, parce qu'il y a des résultats pour un club qui prime et qui prennent le dessus sur le cas personnel. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, c'est sûr qu'à l'intérieur, parfois on bouillonne, parfois on se dit qu'on n'est pas bon, parfois on se pose beaucoup de questions. Donc forcément, je l'ai pas super bien vécu, mais je l'ai mis de côté parce que c'était important. Et je tiens aussi à dire une chose, c'est que le soutien des supporters, je ne l'oublierai pas.
Déjà, on est en train de regarder en même temps avec quelqu'un qui demande de rester au FC Metz à vie quand même. L'explication pour toi, est-ce qu'elle est essentiellement sportive? On s'est posé beaucoup de questions sur ce plateau-là. Dans la dynamique positive des 3 victoires consécutives, tu n'étais au rendez-vous de cette série-là. On s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on a trouvé un système. Mais après, on a vu que les résultats étaient en décadence et que tu étais la dernière solution appelée au milieu. Est-ce que, à ton sens, cette explication de ce faible temps de jeu, elle était essentiellement sportive? Moi, je pense que c'était sportif parce que j'ai pas eu d'altercation ou de quoi que ce soit avec le coach. Et en fait, je respecte absolument en fait, le fait de ne pas être aligné. Je pense que nous, notre but en tant que joueur de football, c'est d'essayer de s'entraîner le mieux possible et de montrer en match, quand on nous appelle, qu'on peut répondre présent pour l'équipe. Et après, c'est une addition d'individualité qu'on met sur le terrain et on essaie de créer un collectif. Peut-être qu'il a estimé que je ne faisais pas partie de ses plans, j'avais moins de temps de jeu, mais je respecte ça. J'ai un respect profond pour cette profession-là et pour lui aussi. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Voilà, toute ma famille est passée par là et il y a des choix à faire, il y a beaucoup de choses à penser et donc je suis capable de voir que peut-être qu'on s'éparpille un peu dans des choses et que le cas de Benjamin Stambouli, il passe un peu après et j'ai aucun souci avec ça. C'est comme ça. Je me permets quand même de reposer la question, parce que c'est vrai que Rémi, tu m'as un petit peu dorci et tu as bien fait. Voilà, nous on a beaucoup débattu de lecteurs, évidemment on n'a pas tous les secrets de vestiaire, les supporters se sont impatientés, on peut peut-être même un petit peu reprocher qu'on ne posait pas forcément la question, on l'a fait de pourquoi Benjamin Stambouli ne joue pas, ça nous a un petit peu surpris, on nous a dit que c'est sportif, j'ai quand même de poser la question parce qu'on a entendu dire donc autant que le principal intéressé nous en parle, est-ce qu'il y a eu un problème avec Stéphane Le Mignan ou non? Ah non, j'ai pas eu de problème avec le coach. J'ai pas eu un affront, j'ai pas eu quoi que ce soit en fait. Donc on considère que l'argument du sportif qui a été mis en avant, c'est celui-là quoi. Ah oui, moi je pense que c'est vrai ce qu'il a dit sur le sportif. Je pense qu'il estimait qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient amener mieux par rapport à sa philosophie de jeu certainement. Et comme je dis ça, je le respecte en fait parce que c'est ses choix et c'est sa tête que lui qui joue tous les week-ends. Donc lui, il doit faire ses choix en son âme et conscience. Il essaie d'aligner la meilleure équipe possible. Et si je ne fais pas partie, je ne fais pas partie. Moi, je me bats tous les jours pour lui montrer que je peux en faire partie. Mais je respecte ça, en fait. En tout cas, pour coach Rémi Alésine, tu étais titulaire tous les jours, je crois. À peu près, c'est ce que tu m'avais dit. On en a beaucoup parlé. Non, mais c'est gentil. C'est gentil. On va revenir sur d'autres actualités, notamment celle du brassard de capitaine. Alors, on a déjà parlé un petit peu, mais sur le timing, on ne connaissait pas l'identité du nouveau capitaine, qui est Habib Diallo. On sait que tu es très proche de Gauthier Hein. On a déjà été demandé par ce par-là, dont principal intéressé. Comment cette nouvelle a été vécue en interne du changement de capitaine? C'est souvent symbolique, on le sait, il y a quand même quelque chose d'important avec. Est-ce que ça vous a chamboulé ce changement ou pas? Alors, chamboulé, je dirais que c'est un grand mot. Après, ça reste un petit événement. Ça reste un petit événement. Et comme je dis, en fait, il faut être capable à un moment donné de savoir nos priorités. Notre énergie, elle n'est pas illimitée. Et en fait, notre énergie, on essaie de la mettre sur le terrain. Donc en fait, quand il se passe un petit truc comme ça, la décision a été prise et on n'est pas là, nous, pour la commenter ou pour argumenter sur ça. La décision est prise, on doit l'accepter et vite passer à autre chose par rapport au terrain et faire en sorte de gagner des matchs. Donc chambouler, je dirais non. Ça reste un petit événement et on switch vite à autre chose. Cette débauche d'énergie qui n'est pas limitée, Franck, tu l'as connue toi aussi. Nous, on en fait peut-être beaucoup parce que voilà, on écrit sur des sujets. Mais tu l'as dit, c'est symbolique. C'est un brassard, c'est symbolique, c'est représentatif. Donc c'est une fierté pour un joueur de le porter. C'est parce que il fait dans tout ce qui est protocolaire. C'est le premier interlocuteur avec l'arbitre, etc. Mais toi, en tant que joueur, alors oui, tu te réfères à ton capitaine. Mais il ne faut pas attendre de lui qu'il te transforme. Chaque joueur connaît ses responsabilités, les choses qu'il doit faire sur le terrain. Et ce n'est pas parce que tu vas mettre un autre capitaine ou que tu vas choisir une autre personnalité que ça va te transformer toi. Moi, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses avec Gauthier. C'est que tu lui enlèves ce brassard. Alors, il y en a, ils vont le voir de manière négative en disant « Ah, mais de toute façon, la chose était trop lourde pour lui, etc. » Non, peut-être. Mais pour lui, je pense que ça peut lui enlever un échec quand même ou pas? Parce que des fois, quand tu prends tu reçois ce brassard, tu te dis que tu dois être encore plus exigeant, tu dois être encore plus un modèle, tu dois régler le problème des autres, alors que
c'est pas forcément ton lien. Tu dois être une écoute, mais tu peux pas régler tous les problèmes du vestiaire. Tu peux pas remplacer l'entraîneur. Donc lui, ça va peut-être lui enlever un poids. C'est surtout psychologique pour qu'il se reconcentre sur son jeu à lui, son influence sur le terrain, sur son énergie, comme l'a dit Benjamin, mais surtout ne pas en faire une affaire personnelle et une affaire d'État. Parce que si tu commences à faire ça en cette fin de saison, tu vas encore plus te noyer. Et je pense que des coéquipiers comme Benjamin vont l'aider là-dedans à dire de toute façon, ça ne change pas grand-chose. On est tous sur le même pied d'égalité sur le terrain. On a tous notre importance. Alors toi, malheureusement, tu es le créateur, tu es l'atout offensif parce que tu as des qualités offensives que nous, on n'a pas. Mais nous, on est là pour être derrière toi, pour te mettre dans les meilleures dispositions. Ce brassard, on en fait souvent une histoire, alors qu'au final, il représente peu d'importance. Mais Rémi, tout de même, c'est vrai qu'on parle de ce brassard, mais pour Gauthier, on peut croire aussi qu'il y a une double notion avec le fait d'être remplaçant sur le match. Tu avais trouvé ça peut-être un petit peu sévère? En fait, moi je trouvais que la semaine de Gauthier, elle est terrible. Alors moi, dès le début de la saison, je vous dis ça, il est là, mais on pourrait regarder les anciennes vidéos. Moi, je ne l'aurais pas donné à Gauthier, je l'aurais donné à Benjamin ou à un joueur qui n'avait plus à prouver à ce niveau-là. Parce que je trouvais que déjà Gauthier devait confirmer en Ligue 1. C'est un joueur extraordinaire, mais il devait confirmer en portant l'équipe offensivement et techniquement en Ligue 1. On n'avait pas besoin de lui adjoindre encore plus cette responsabilité du brassard. Bon, on décide de lui enlever. Bonne ou mauvaise idée, pourquoi pas. Mais conjuguer ça la semaine où en plus il n'est pas titulaire pour le match qui est juste après, ça fait un peu gros, voilà, pour un joueur qu'on n'a pas envie de mettre en situation d'échec, parce que c'est aussi certainement le joueur le plus décisif aujourd'hui depuis le début de la saison. Et c'est, quand il est en forme, incontestablement le leader technique de cette équipe-là. Donc voilà, j'espère qu'il a le mental. Alors la mentalité, il l'a, parce qu'il est irréprochable et on sait qu'il a ce club-là dans le sang. Le mental pour s'en remettre et pour être un apport indispensable dès dimanche contre Auxerre, parce que c'est un joueur que si tu dois être la moins pire de ces trois équipes qui sont actuellement à la lutte pour le barrage, tu le feras avec un Gauthier Hein en forme, comme tu es monté l'année dernière de Ligue 2 en Ligue 1 avec un Gauthier Hein qui a été certainement le meilleur joueur de ce championnat. Donc voilà, il est indispensable à cette équipe, certainement pas avec le brassard, mais en tout cas pour un FCMS compétitif, tu dois pouvoir compter sur ce mec-là. Il avait dit justement en zone mixte après la rencontre, je prouverai par le terrain. C'est de toute manière la seule réponse qui est, on va dire, pour un joueur de foot qui a de la valeur finalement. Non, mais bien sûr. Après, Gauthier, depuis que je l'ai connu l'année dernière, il n'était pas capitaine, c'était Mathieu Hudol. Et il a toujours eu un rôle de toute façon. C'est un leader technique et puis même dans les vestiaires, c'est quelqu'un qui a une vision foot. Donc que ce soit avant le brassard ou après, c'est toujours quelqu'un qui a eu un rôle dans ce vestiaire. Et c'est pour ça que Franck, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait on sait plus ou moins comment est organisé un vestiaire, l'écosystème, comment il est organisé. Donc en fait, qui porte le brassard, ça reste anecdotique dans la plupart des cas. Gauthier, ça reste un leader de l'équipe. Et avec le caractère, il a un caractère, il est bien trempé. Et moi, je me fais zéro souci sur le fait qu'il va être important pour l'équipe et qu'il va montrer sur le terrain sa valeur. Le nouveau capitaine, c'est Habib Diallo. Alors tu nous avais dit, je ne postule pas avant qu'on connaisse l'identité, évidemment. On te l'a proposé tout de même, ce brassard ou pas? On m'a demandé si j'étais candidat. Donc, oui, la formule était un petit peu rigolote. Oui, mais c'est d'actualité, que veux-tu? Oui, je comprends. Mais on te l'a proposé, ce brassard, tout de même, Non, on ne m'a pas proposé, mais comme je dis, en fait, moi, je suis à des années, honnêtement, je suis à des années-lumière de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est notre vie de groupe, de vestiaire. Je sais le rôle que j'ai. On me donne un brassard, je le prends. On ne me le donne pas. Mon rôle, il reste le même, en fait. Et ce qui est important, c'est voilà, de garder les cadres qui jouent leur rôle, que les jeunes, ils amènent leur fraîcheur, que les mecs entre les deux, ils arrivent aussi à être des liants et qu'on arrive à créer une dynamique de groupe qu'on a déjà, hein, mais entretenir en tout cas cette dynamique de groupe qui va nous donner beaucoup plus de chances de se maintenir que si ça partait en cacahuète tous les 4 matins, quoi. Je reviendrai aussi une chose sur le brassard. Gauthier, s'il lui a été donné, je pense que c'était d'une manière symbolique parce que c'était un enfant du club qui a été formé au club. Donc je pense que le fait d'être du centre de formation, d'avoir été du coup donc formé, a joué beaucoup dans cette décision à partir du moment où Mathieu Hudol, qui était un autre joueur formé du club, pour un message pour les supporters, etc. Vous voyez, c'est une sorte de continuité. C'est tout un symbole. Après, Gauthier, on peut le voir dans son jeu, on peut le voir dans ses réactions, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'émotion. Il marque un but. Il ne pense pas qu'il a la carton jaune, il enlève son maillot, il dit merde, j'ai pris un rouge, putain, je suis con. À Strasbourg, il marque un but, il va dire la clim. Il marche beaucoup à l'émotion. Est-ce que dans une situation actuelle, un capitaine qui marche à l'émotion,
c'est compliqué pour lui, mais aussi pour le reste, tu vois. Tu as besoin d'être un peu plus avec du recul, un peu plus calme. Tu vois, Habib Diallo, tu as l'impression qu'il n'a pas d'émotion. C'est n'importe quoi, il n'a pas d'émotion, il a un visage de cire et tout, tranquille, machin. Juste par contre, il ne faut pas l'embrouiller les coéquipiers dans la surface de réparation. Ce qu'on a vu quand il s'interpose dans de Maï et Colin, on ne touche pas aux copains. Et ben voilà. Sauf que toi, peut-être que Gauthier, par rapport à sa personnalité et au moment précis, effectivement, ça lui desservait. Et donc c'est pour ça que tu lui enlèves ce poids. Et je pense qu'il doit le prendre comme ça pour le montrer sur le terrain. Fais ta folie au service technique, au service offensif et pour donner du plaisir à tes coéquipiers. Je ne sais pas ou encore on verra ne sont pas des réponses acceptables. Benjamin Stambouli, tu es en fin de contrat avec le FC Metz cette année. On nous a déjà posé un petit peu la question en amont, mais je sais que c'était prévu qu'on en parle. Prolongation, pas prolongation, c'est en discussion, c'est dans un coin de ta tête, tu sais déjà de quoi l'avenir est fait? C'est pas d'actualité du tout. J'ai une côte fracturée, donc déjà je suis en train de voir pour essayer de me rétablir le plus vite possible et être au service de l'équipe. Et après, ce qui se passera, je suis désolé d'utiliser un mot interdit, mais je ne sais pas. Non, honnêtement, j'accueille le moment comme il vient. Je pense que c'est un secret pour personne, c'est que j'aime beaucoup ce club. J'y vois des valeurs que je peux avoir. Et j'aime bien les gens qui travaillent au club, je m'entends bien avec tout le monde. Donc forcément, il y a un environnement qui est plaisant. De quoi l'avenir sera fait, j'en sais rien, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a une mission maintien, qu'il faut tout mettre pour essayer d'y arriver. Le reste, ça appartiendra à l'histoire. Hein. Petite envie, ce ne serait pas dérangeant de continuer, tu te vois encore continuer, que ce soit à Metz ou ailleurs, on n'est pas encore sur le mot retraite. Ouais, non. Est-ce que toi, tu te sens bien physiquement, mentalement aussi parce que souvent, alors physiquement, peut-être pas à l'instant T. Non, mais un peu compliqué. Mais tu as la fraîcheur mentale, mais physique avant qu'il y ait la fracture. Mais est-ce que toi, tu te sens bien? Est-ce que tu as envie de continuer le football? Moi, je me sens très bien. Je pense que tu me connais, Franck, le football, c'est ma vie, donc j'aime ça. Et je me suis dit de toute façon que quand ça allait arriver la fin de saison, je ferai aussi un point, voir où j'en suis, parce que c'est vrai que tu parles d'énergie, voir comment on se sent, parce qu'en quelques mois, il peut se passer aussi beaucoup de choses. Donc je me focus sur ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, et après on verra, mais voilà, mon attachement au club, il est là, et je peux tout envisager, en tout cas, sur l'avenir. il nous reste encore, même pas 5 minutes d'émission. Rémi, tu as peut-être une question à notre invité ou une remarque, quelque chose? Sur le côté de montage, j'aimerais juste savoir quels sont les outils pour se remettre de cette blessure-là, dans un contexte où, on en a parlé, tu as un début de saison compliqué où tu ne joues pas beaucoup. Quand tu as un coach qui semble te refaire confiance, que tu es sur une ou deux prestations très positives et qu'il t'arrive une blessure qui t'écarte des terrains pour une durée qu'on ne connaît pas, mais qui est quand même une durée conséquente dans la saison, quels sont les outils pour s'en remettre et pour se redonner l'envie de rejouer au foot après? Je crois que la première chose à faire, c'est très vite d'accepter la blessure. De ne pas rester dans le passé à se dire « Oh là là, ça faisait un moment que je n'avais pas joué, je recommençais à avoir du temps de jeu, j'étais bien, je commençais à me ressentir en forme, et maintenant ça va mettre un coup d'arrêt. » Ça, c'est fini. En fait, dès que j'ai eu le truc, j'ai switché de suite parce que le passé, c'est le passé. Il faut vite voir devant. Donc je me suis dit quels sont les moyens pour consolider mon os et quel rôle je peux avoir dans cette équipe pour essayer d'aider les coéquipiers. Donc première chose, c'est que mentalement, il faut vite passer à autre chose, comprendre la situation dans laquelle on est. Et après, ce sera d'écouter les conseils des spécialistes et pas faire n'importe quoi, parce que des fois, on va aller plus vite que la musique et puis au final, on perd du temps. Et me remettre pour être le plus performant possible, mais voilà, on verra tranquillement. Il me semble qu'on en a parlé l'année dernière pour clore cette émission, mais on pense déjà à un après-carrière ou pas? Tu as déjà un truc de défini? Le foot est encore le foot ou peut-être autre chose? Sinon, on peut faire une place en plus sur le canapé des chroniqueurs, il n'y a pas de souci. Le foot, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit le foot. Dans quel rôle, je ne sais pas, mais à mon avis, ce sera plutôt terrain. Je ne pense pas que je prenne énormément de plaisir dans les bureaux, dans les coups de fil, tout ça, même si ça peut être un métier très passionnant, mais ce que j'aime, c'est une possibilité d'intégrer un staff à Metz ou ailleurs là dans les prochains temps, ou te pencher déjà un peu plus sur ce qui se passe sur ta rue, mais sur les bancs, être plus à l'écoute, prendre déjà des conseils. Ouais, ça peut faire partie des choses envisageables.
Forcément, au plus j'avance dans l'âge, au plus je réfléchis aussi aux choses que j'aime. Vous parliez tout à l'heure de 22 entraîneurs que j'ai pu connaître. Je m'y suis aussi un peu penché sur les 22, ce que j'avais appris d'eux, ce que je voulais garder, ce que je ne voulais pas garder. Et j'avance tout doucement sur ce chemin-là. Par contre, aujourd'hui, je suis joueur de foot et je me concentre sur ça. Mais c'est vrai que c'est un peu une petite musique qui se trame dans ma tête. Ouais. Oui, que ça dure évidemment d'être joueur, évidemment. Je te pousse pas vers la sortie, bien au merci. contraire. Hein, j'ai encore évidemment. Parce qu'il a dit qu'il pouvait pas dormir, mais il peut jouer au foot peut-être. Il a dit que ça l'empêchait de dormir. Hein. Peut-être que. Et debout, ça va bien. Hein. Ah voilà, donc tu peux peut-être jouer. Si tu ne dors pas et que tu joues. Ça va, pas non plus. On a dit aussi qu'il fallait prendre le temps, Rémi. Pardon, mais Ok, voilà, faut que ça se remette bien. Merci Benjamin d'être venu sur ce plateau, d'avoir parlé un petit peu de tous les sujets qu'on a abordés. Merci messieurs de m'avoir accompagné également. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette émission. Vous en avez l'habitude. Il y a match ce week-end à Saint-Symphorien. Le FC Metz contre l'AJ Auxerre, bataille pour le maintien. Hein. Vous en avez l'habitude désormais. On va revenir sur cette rencontre dès lundi. Et d'ici là, à très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.